Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour les journées portes ouvertes de VetaGrosSup aujourd'hui pour cette dernière conférence. J'espère que vous avez pu avoir accès au site et que vous avez apprécié les conférences que vous avez regardées. VetaGrosSup, donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire sur ces deux sites, à Marcy-l'Étoile, près de Lyon, pour les vétérinaires, et à Landes, près de Clermont, pour les ingénieurs agronomes. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler ce soir du concept One Health et du rôle que pourront jouer les futurs vétérinaires et les futurs ingénieurs agronomes que peut-être vous, j'espère, vous serez demain. Alors, la pandémie mondiale de Covid-19 a remis sur le devant de la scène le concept « une seule santé ». On a pu s'en rendre compte en particulier parce qu'il y a de nombreux articles qui sortent sur ce sujet dans la presse, et en particulier un article qui est sorti le 10 novembre, donc il y a très peu de temps, une tribune qui a été publiée par un collectif de chercheurs, de médecins et de vétérinaires et de sociologues qui disent qu'il faut institutionnaliser le concept One Health pour prévenir de nouvelles épidémies à l'échelle mondiale. Ils estiment en effet que la gestion des épidémies, elle nécessite une approche globale qui intègre différents secteurs, différentes disciplines, des santé humaines, des santé animales, des santé végétales et environnementales. Quelques jours après, 4 organisations internationales décidaient, à l'occasion du 3e Forum pour la paix à Paris, de créer un conseil d'experts de haut niveau, une seule santé pour One Health, pour faire face aux risques liés à l'interface humaine, animale et environnementale. Et ce conseil, il a pour objectif en fait d'aider, de diffuser de la connaissance pour aider les responsables publics, les décideurs publics, et aussi faire prendre conscience au grand public de ces questions. Ces organisations internationales, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, et le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, ce sont des structures très importantes et qui montrent l'intérêt de cette coordination. Alors, concrètement, de quoi on parle quand on parle de One Health ou d'une seule santé? Alors, vous pourrez voir différents visuels qui expriment ce que veut dire One Health. Alors, ce visuel-là, c'est un visuel maison VetaGrosSup qui a été imaginé par notre responsable de la communication à VetaGrosSup, Charlotte. C'est un très joli visuel. Vous en avez d'autres. Celui-là, c'est celui qu'on a créé à l'occasion d'une conférence qu'on va organiser sur le sujet. On peut trouver aussi celui-là, et puis encore d'autres, et puis il y en a encore beaucoup d'autres. En fait, ce concept, qui a été introduit en tant que concept au début des années 2000, il y a un premier colloque international qui a eu lieu en 2011. Il synthétise en quelques mots, donc One Health ou une seule santé, une notion qui, elle, est connue depuis très longtemps, à savoir que la santé animale et la santé humaine sont interdépendantes et que l'environnement dans lequel elles coexistent a un impact sur leur santé. Et que pour appréhender tous ces risques et tous ces enjeux, eh bien, on a besoin d'une approche qui soit voire transdisciplinaire, et une approche qui soit globale au sens anglo-saxon, c'est-à-dire internationale, mondiale. Et donc, il faut apporter à ce concept, il faut apporter des visions de vétérinaires, d'écologues, d'agronomes, de géographes, d'économistes, de sociologues, d'anthropologues, afin d'appréhender les problèmes dans toutes ces dimensions. Alors, est-ce que c'est une notion nouvelle? Eh bien, en fait,
pas tellement, parce que finalement, de tout temps, on a fait le lien entre santé humaine et santé environnementale, et l'idée d'une vision unifiée de la santé et de l'importance de l'environnement a des racines anciennes, et elle remonte, on peut remonter jusqu'à Hippocrate, le père de la médecine. Et là, vous avez sur cette diapositive un écrit de Vitruve. Alors, Vitruve, c'était un ingénieur, architecte, qui était romain, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il écrivait. Aussi, je suis fortement d'avis qu'il faut en revenir aux moyens qu'employaient nos ancêtres. Alors, il est en train d'expliquer comment construire une ville et à quel choix il faut faire sur le lieu sur lequel on va construire un village. Anciennement, on mettait à mort les animaux qui paissaient dans les lieux où l'on voulait fonder une ville ou établir un camp. On en examinait les foies. Si les premiers étaient livides et corrompus, on en examinait d'autres dans la crainte d'attribuer plutôt à la qualité de la pâture qu'à une maladie l'état de cet organe. Après plusieurs expériences, et après avoir reconnu que cet organe était sain et entier, grâce à la bonté des eaux et des pâturages du lieu, on y élevait des retranchements. Si au contraire, on les trouvait généralement corrompus, on allait s'établir ailleurs. On concluait de cette expérience que l'eau et la nourriture devaient, dans ces mêmes lieux, occasionner chez l'homme les mêmes inconvénients. On changeait de demeure et on allait dans une autre contrée chercher tout ce qui peut contribuer à la santé. Alors évidemment, on a changé nos pratiques et on ne sacrifie plus d'animaux pour décider à quel endroit on va construire un camp ou une ville. Mais on voit bien avec cet exemple que eh bien, nos anciens avaient cette connaissance ou ce pressentiment du lien entre toutes les santé animales, humaines et environnementales. Si on se rapproche un petit peu de notre époque, je voudrais citer Claude Bourgelat. Alors Claude Bourgelat, c'est un écuyer du roi qui habitait donc ici à Lyon et qui a créé la première école vétérinaire au monde, donc à Lyon, donc Vétagrosup et son campus vétérinaire, eh bien, c'est la première école qui a été créée en 1761. C'était une école qui a été créée parce qu'il y avait une épidémie de peste bovine qui était très préjudiciable pour la population. Et Claude Bourgelat, il écrivait « La médecine de l'homme est utile à celle du cheval et réciproquement ». Il a écrit beaucoup d'autres choses aussi, mais on voit bien là l'intérêt de cette médecine comparée entre l'homme et l'animal qui est mis en avant à cette époque. Vous voyez sur les photos qui sont dans cette diapositive, à quel point, au XIXe siècle, les collaborations entre médecins et vétérinaires, on voit là sur des expériences, sur des recherches qui sont faites sur la cardiologie, entre Auguste Chauveau, vétérinaire, et Étienne Marais, médecin. Et puis, à côté, vous aviez Monsieur Galtier et puis Monsieur Pasteur, donc Pierre-Victor Galtier qui est vétérinaire, qui était vétérinaire de l'école vétérinaire de Lyon, et puis Pasteur, chimiste, qui ont tous les deux travaillé sur le vaccin de la rage. Je précise en passant que c'est Pierre-Victor Galtier qui, le premier, a trouvé ce vaccin sur la rage. Donc, il y a toujours eu des collaborations entre les deux médecines. Alors, pour essayer de visualiser quels sont ces liens entre la santé humaine, santé animale, santé environnementale, on peut commencer par parler des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme. Et là, on comprend bien le lien évident qu'il peut y avoir. Donc, il y en a de nombreuses. Sur cette diapositive, vous en trouvez quelques-unes. En haut à droite, vous retrouverez les 3 coronavirus qui ont émergé ces 20 dernières années. Donc le SRAS en 2003, vous vous en souvenez peut-être. En 2012, le MERS dans une autre partie du monde. Et puis en 2020, le SARS-CoV-2, donc l'agent
pathogènes. Alors, ce qu'on appelle agents pathogènes, ce sont des agents qui causent la maladie, donc ça peut être des virus, des bactéries ou des parasites. En l'occurrence, le SARS-CoV-2 est responsable de la COVID-19. Donc ça, ce sont des exemples avec des maladies qui ont été transmises à l'homme à partir de réservoirs animaux. Pareil pour la maladie à virus Ebola. Vous avez en bas à gauche une image qui, et on en reparlera, évoque la brucellose, dont on reparlera tout à l'heure, qui est aussi une zoonose. Et puis en rouge, vous avez une affiche qui est une campagne de communication du ministère de l'Agriculture sur la rage. Alors la rage, on peut y rester un petit moment. Alors donc là, je me suis gare à la rage. Hein. Alors pourquoi gare à la rage? Ben, la rage, c'est une maladie virale qui est extrêmement grave, qui donc la plupart du temps, la transmission à l'homme se fait par la morsure d'un animal domestique, le plus souvent d'un chien. C'est une maladie qui est d'autant plus grave que quand les symptômes se développent chez l'homme, la maladie est mortelle parce qu'il n'existe aucun traitement. Et en plus, elle est absolument, la personne meurt dans des souffrances absolument horribles. Alors, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner, mais par contre qu'on peut prévenir, parce qu'il existe des vaccins à la fois pour les hommes et aussi pour les animaux. Et pourtant, c'est un paradoxe, on meurt encore de la rage dans le monde, puisque 60 000 à 80 000 personnes meurent chaque année de la rage. Et donc, d'où l'importance pour les organisations internationales de faire des campagnes sur ce sujet. Alors en France, on est indemne de la rage, néanmoins, chaque année, enfin pas chaque année, mais régulièrement, nous avons des cas de rage importés, donc des personnes qui vont, par exemple, en Afrique du Nord, qui ramènent un petit chien dans leur coffre, et puis le chien, eh bien, il grandit, et puis après quelques semaines revenu, eh bien, il développe des symptômes bizarres, et on peut être amené à diagnostiquer la rage. Et puis, récemment, vous vous souvenez peut-être qu'un enfant de 10 ans est mort en octobre 2007. Il était domicilié dans le Rhône parce qu'il était allé en voyage au Sri Lanka et qu'au Sri Lanka, sur une plage, il avait joué avec un chien et que le chien avait mordillé et à cette occasion, il s'était contaminé. Donc ces zoonoses, ce sont des maladies qu'il faut prendre au sérieux, évidemment. Quelle est la situation en matière ça représente quoi exactement ces zoonoses? Aujourd'hui, ce sont des chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé animale. 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont d'origine zoonotique, donc d'origine animale. Et si on s'intéresse aux maladies émergentes, donc celles qui apparaissent, on voit que 75% des maladies émergentes sont d'origine animale, donc c'est vraiment un sujet vraiment d'actualité. Donc sur 5 nouvelles maladies humaines qui apparaissent chaque année, 3 d'entre elles sont d'origine animale. Alors, pourquoi est-ce que les risques augmentent? Eh bien, c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, la population mondiale augmente. Vous savez que nous serons probablement 10 milliards en 2050. La population d'animaux domestiques, elle aussi, augmente. Avec la mondialisation, les mouvements de personnes, de plus en plus de gens prennent l'avion et vont d'un continent à l'autre. Les mouvements d'animaux aussi, de par le commerce, des mouvements de plantes et des mouvements de marchandises s'intensifient. Il y a aussi l'effet du réchauffement climatique qui a des impacts sur la répartition des pathogènes et aussi sur la répartition de ce qu'on appelle les vecteurs. Les vecteurs, ça peut être par exemple des insectes qui transmettent des maladies. On peut penser aussi à la tique sur la leptospirose, sur la maladie de Lyme, ou des insectes sur, par exemple, le chikungunya. Et ces insectes, eh bien, ils colonisent, du fait du réchauffement climatique, des zones où ils n'avaient pas l'habitude, où ils ne pouvaient pas, en fait, ils n'étaient pas présents. Et le dernier élément,
c'est le dernier facteur, c'est nos pratiques qui évoluent. Donc, il peut y avoir des pratiques qui sont des pratiques liées à des loisirs ou à des sports, mais aussi des pratiques de production agricole, des pratiques de déforestation, et puis aussi des trafics en fait d'animaux sauvages qui peuvent entraîner ce type enfin qui en tout cas sont à l'origine d'une augmentation des risques. Alors un point important quand on parle de ces zoonoses, c'est le rôle que joue la faune sauvage. Et là on commence à entrer sur le champ du lien avec l'environnement. Alors vous avez deux exemples là, sur ces diapositives qui sont des exemples vraiment français, on va dire. Hein, sont le premier, c'est la brucellose. Donc la brucellose, c'est une maladie qui peut se transmettre de l'animal à l'homme et qui, par exemple, peut se transmettre lors de consommation de fromage qui serait de fromage qui proviennent d'animaux, enfin de lait d'animaux malades. Donc il y a des plans de prévention autour de cette maladie, bien évidemment, de sorte que les fromages qui sont mis sur le marché ne soient pas dangereux. Mais il peut arriver que des problèmes se posent. Et très récemment, on a eu des cas graves sur la population qui étaient liés à la consommation de fromage. On est remonté à l'élevage. Et puis, en remontant à l'élevage, grâce à la traçabilité, grâce au travail des services vétérinaires, on a identifié que les animaux de cet élevage se contaminaient lorsqu'ils allaient pâturer dans les alpages en été et qu'il y avait un massif, qu'on s'appelle le massif du Bargy, qui, en fait, dans lequel les animaux les bouquetins étaient contaminés. Et donc, il a fallu prendre des décisions sur la manière de gérer la maladie chez ces bouquetins sauvages, donc très compliqué. Donc, on a fait des tests, on a aussi fait des abattages, ce qui, évidemment, a fait réagir les associations de protection animale. Et là, il a fallu concilier, finalement, les questions de santé publique. Il y avait quand même eu des cas extrêmement graves chez des enfants, des objectifs de production, du monde de production qu'a le monde agricole, et des objectifs de protection des espèces, de protection de l'environnement. Donc on voit que ces sujets complexes nécessitent une approche transdisciplinaire. Autre exemple, c'est la tuberculose. Donc là, vous voyez un blaireau qui partage un pré avec des bovins. On a pu là aussi mettre en évidence que la résurgence de tuberculose qu'on voyait dans certaines zones en France, elle était liée à la présence, en tout cas en partie à la présence et à la coexistence des blaireaux avec les bovins. Alors, du coup, on passe assez vite à la question, on s'interroge au lien entre biodiversité et santé. Et le document que vous avez sous les yeux, c'est une diapositive que j'ai empruntée à Serge Morand. Serge Morand, c'est un écologue et un biologiste de l'évolution qui a écrit de nombreux ouvrages que je vous recommande et qui s'est intéressé à ces questions de lien entre biodiversité et santé. Alors, si vous regardez les schémas du haut, vous pouvez voir, alors là, vous voyez les lieux où il y a une très forte biodiversité. Donc, beaucoup d'espèces différentes, d'espèces d'oiseaux, de mammifères. Et si on essaye de voir dans ces zones s'il y a une grande biodiversité en termes de pathogènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes, de virus, de bactéries, de parasites liés à ces espèces, on se rend compte qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que plus il y a d'espèces, plus il y a de pathogènes, ce qui est somme toute assez logique puisque les pathogènes sont liés aux espèces. Donc là, je vais dire, tout ça est assez logique. Au-dessous, Serge Morand s'est intéressé aux zones où la biodiversité était en danger. Et là, ce qu'il a regardé, ce n'était pas le nombre de pathogènes, mais c'était le nombre d'épidémies, c'est-à-dire le moment où ça crée des maladies, soit chez l'animal, soit chez l'homme. Et là, de quoi il se rend compte que, et ce qu'il montre sur son graphique, que plus la biodiversité
est menacée, plus dans les endroits où la biodiversité est le plus menacée, eh bien, les épidémies, c'est là qu'il y a le plus d'épidémies. Donc, il y a un lien, ça peut paraître un peu paradoxal, hein, ces deux éléments, mais en réalité, il montre le lien entre perte de biodiversité et apparition d'épidémies. Il a aussi montré le lien, depuis les années 90, la tendance des épidémies à devenir des pandémies. Donc l'épidémie, elle peut être locale, elle peut être à l'échelle d'une région, mais elle peut aussi être mondiale. C'est ce qui nous arrive en ce moment avec la Covid-19. Et il y a une tendance très nette depuis 90 à ce que ces maladies deviennent pandémiques, et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ce qu'il dit, c'est que la biodiversité, en fait, la conservation de cette biodiversité et ces mécanismes de régulation sont particulièrement importants et sont essentiels pour prévenir l'apparition des épidémies. Alors, si on sort un peu des zoonoses, on peut aussi s'intéresser à un sujet qui est l'antibiorésistance. Donc, vous le savez, les antibiotiques sont des médicaments essentiels pour préserver la santé humaine et la santé animale. Mais si on les utilise mal, si on en utilise trop, eh bien, les bactéries développent des résistances à ces antibiotiques. Ces antibiotiques deviennent inefficaces et elles peuvent entraîner la mortalité à la fois des humains, mais aussi des animaux. Donc, sur ce schéma, vous voyez que les antibiotiques sont utilisés pour les hommes, pour les animaux de compagnie, pour les animaux de rente, de production, lorsque ces animaux sont malades. Et puis ensuite, il y a différents mécanismes à travers les aliments, à travers les effluents qui font que tout ça, tout est lié de nouveau et qu'on voit clairement sur ce schéma que si on veut lutter contre l'antibiorésistance en médecine humaine, pour éviter que les personnes qui aillent à l'hôpital contractent des germes qui ensuite ne pourront pas être traités, eh bien, il faut aussi lutter, il faut aussi travailler sur la médecine vétérinaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plans d'action. Hein, vous connaissez les slogans, les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Il y a des plans d'action qui sont menés de concert en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Donc, voilà pour les antibiotiques. Alors, peut-être maintenant, ne pas traiter un problème dans sa globalité, mais vous donner un exemple d'interaction à l'échelle de l'exploitation agricole, d'une exploitation agricole, des différentes interactions, des différentes santé entre elles. Donc là, j'ai pris un exemple, enfin plutôt j'ai emprunté à Yves Michelin, qui est professeur à VetaGroSup sur le campus agronomique. J'ai emprunté un exemple alors là on est en Auvergne, donc on est dans un élevage qui fait des bovins en vue de la viande, hein, donc ce sont des élevages vraiment pas du tout intensifs, élevage extensif à l'herbe. Et là vous êtes dans un pâturage et vous pouvez voir que le pâturage est un peu abîmé. Alors il est abîmé parce que il a été envahi par des campagnols. Alors, il a été envahi par des campagnols parce que du fait d'évolution et de difficultés particulières, il y a un manque de prédateurs. On est sur un écosystème simplifié, il y a peu de rotation dans les cultures, etc. Le campagnol s'installe. Le campagnol s'installe et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait donc ces espèces de taupinières là que vous voyez. Et qu'est-ce que ça entraîne? Une baisse de rendement, une dégradation de la qualité des fourrages. On ne peut plus faire de foin. Vous savez qu'on rentre les animaux l'hiver et qu'on les nourrit avec du foin. Et là, la prairie est dégradée, donc une mauvaise conservation, moins de foin et de moins bonne qualité. Conséquence immédiate, baisse de la production laitière, dégradation de la qualité du lait. Ce sont des élevages où on fait aussi du fromage, comme le Saint-Nectaire par exemple. Et eh bien, on est obligé d'éliminer certains laits et certains fromages. Alors ensuite, on se rend compte que les performances de l'animal diminuent, dégradation de l'état corporel, on a des risques sanitaires, donc
obligation d'acheter du fourrage, puisqu'on n'en a pas suffisamment, des concentrés, des semences, des engrais qu'on n'aurait pas à acheter sinon. Il faut aussi avoir plus recours à de l'assistance, assistance du vétérinaire, assistance de conseils techniques, prestations de lutte pour lutter contre les campagnols qui peuvent amener en particulier à une lutte chimique avec des anticoagulants qui elles-mêmes peuvent avoir, s'ils sont mal utilisés, des risques sur les prédateurs. Le matériel de fauche s'use, il faut donc voilà. On commence à avoir des difficultés de capacité d'investissement. L'éleveur en surcharge de travail, il peut être atteint par certaines maladies et puis il est stressé bien sûr par cette situation. Son revenu baisse et finalement on se rend compte que un problème de santé des écosystèmes au départ va avoir une conséquence sur la santé animale, puis sur la sécurité sanitaire des aliments, donc potentiellement sur la santé humaine. Il y a la santé humaine des consommateurs et puis aussi celle des agriculteurs et enfin la santé économique. Donc voilà un exemple à l'échelle en fait d'une exploitation, et on pourrait trouver des exemples du même type à l'échelle d'un être vivant, puisqu'un simple déséquilibre de la flore microbienne peut entraîner une maladie, à l'échelle d'un territoire ou d'un écosystème. Finalement, cette nouvelle présentation du concept One Health, qui est tiré d'un document de l'INRAE, organisme de recherche, qui travaille sur ces sujets-là. C'est un document assez synthétique. Alors, on a beaucoup parlé des zoonoses. On a vu les risques qui pouvaient être liés à la déforestation, au trafic d'espèces sauvages, à la perte de biodiversité. On aurait pu aussi parler d'autres sujets, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, sur les liens entre alimentation et santé, alimentation, nutrition, santé. Aussi évoquer la question du risque chimique, qui peut être lié soit à des activités humaines qui entraînent des contaminations de l'environnement, des usines ou les usages de certains produits. On aurait pu aussi parler des liens entre bien-être animal et santé humaine. Et puis, toujours se rappeler aussi que l'animal peut être extrêmement utile à la fois pour l'environnement et pour l'homme. On parle souvent de certaines espèces qu'on dit sentinelles de l'environnement. On en parle beaucoup pour les abeilles. Mais aussi, on a des animaux qui peuvent être sentinelles de la santé humaine. Récemment, vous savez qu'on peut dresser des chiens à identifier la crise d'épilepsie à venir. On sait c'est possible. Aujourd'hui, on a dressé des chiens à détecter le Covid et on sait aussi, on peut dresser certains chiens à détecter des cancers du sein, par exemple. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et puis aussi, il y a la question de la médiation animale qu'on utilise dans certaines maladies des enfants où le rôle de l'animal peut être extrêmement important pour améliorer la santé de l'homme. Alors, si on reprend l'article que j'ai cité tout à l'heure, la Tribune, ces signataires, ils disent qu'il faut anticiper, surveiller, agir, communiquer, réagir quand on a un souci. Et puis en période de calme, il faut co-construire un socio-écosystème résilient qui ne favorise pas, je cite, qui ne favorise pas les émergences et empêche la diffusion des pathogènes. Et cela, aujourd'hui, doit devenir un objectif partagé de gestion renouvelée de la santé à l'échelle du territoire, du pays et de la planète tout entière. Mais alors, qui peut faire cela ? Est-ce que seuls les médecins sont à même de faire cela? Est-ce que d'autres professions sont capables de faire cela? Par exemple, des vétérinaires, des ingénieurs agronomes, des écologues, des sociologues, des géographes. À VetaGrossup, nous sommes convaincus que les vétérinaires et les ingénieurs agronomes ont un rôle extrêmement important à jouer
pour résoudre ces problèmes d'aujourd'hui et de demain. Alors comment? Alors, quel métier pour nos diplômés vétérinaires et en quoi sont-ils acteurs du concept One Health? Alors, le vétérinaire, dans ses activités de soins des animaux, et grâce aux compétences qu'il va acquérir tout au long de sa formation, à la fois des compétences fondamentales d'anatomie, de physiologie, ses compétences cliniques qu'il va acquérir, en particulier dans notre centre hospitalier universitaire vétérinaire, ses connaissances épidémiologiques. On le comprend, il est naturellement bien placé pour répondre à ces enjeux et quel que soit le métier qu'il occupe. Pour ceux qui ont suivi les conférences qui ont eu lieu sur ce sujet, vous savez que la palette des métiers est extrêmement large, mais que vous deveniez vétérinaire en ville, bon, vous occupez des animaux de compagnie, vétérinaire à la campagne, ou en plus des animaux de compagnie, vous occuperez des animaux de rente, dans une organisation internationale, inspecteur de santé publique vétérinaire, chercheur, vétérinaire conseil, que vous soyez généraliste ou spécialiste, vous jouerez un rôle dans ce concept. En ville, par exemple, vous allez être particulièrement vigilant à la question de la surveillance de la rage, par exemple. Vous allez être en milieu rural, vous allez être particulièrement vigilant à des émergences de maladies. Vous allez constituer ce qu'on appelle le maillage sanitaire, etc., etc., etc. Donc, clairement, la profession vétérinaire est clairement au cœur de ce concept. Ça peut paraître moins évident pour les diplômés ingénieurs agronomes, et pourtant, nous, à VetaGroSup, nous croyons vraiment et nous formons nos ingénieurs afin qu'ils soient compétents et sensibilisés d'abord, puis compétents sur ces questions de santé. Et en fait, les ingénieurs agronomes, c'est grâce à leurs compétences dans les sciences du vivant et aussi à leur capacité qu'ils vont apprendre à l'école à porter des projets d'envergure dans ce domaine, des capacités à animer des acteurs différents dans la pluridisciplinarité, on l'a vu, c'est très important, et à les faire avancer ensemble dans un même objectif. Et c'est ainsi que les ingénieurs agronomes sont aussi des acteurs incontournables de cette approche. Je le disais, c'est vraiment notre conviction à VetaGroSup. Et alors les métiers, je vais dire, la palette est encore plus large que pour les métiers de vétérinaire, mais on peut citer responsable bien-être animal, animateur environnement, ingénieur conseil en agro-environnement pour accompagner la transition agricole qui est engagée de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, coordinateur de fermes urbaines, chargé de mission santé, expert, animateur de réseau, et ça dans des parcs naturels, au niveau de l'Office français de la biodiversité. Nos étudiants ont intégré ces structures dans les collectivités locales, par exemple sur des projets alimentaires territoriaux qui visent en particulier à approvisionner, par exemple, à approvisionner les cantines d'une municipalité en produits de proximité dans le secteur agricole et agroalimentaire, puis aussi dans les startups sur par exemple, des outils de haute précision, etc. Donc là aussi, les champs sont très larges. Alors, comment est-ce que nous préparons nos étudiants à VetaGroSup? Je ne vais pas vous redétailler ce que vous avez peut-être déjà vu dans les conférences précédentes, mais rapidement vous dire que la formation initiale des vétérinaires, elle est constituée de 4 années de tronc commun, plus une année d'approfondissement, donc soit canine, soit rural, équine, mixte ou alors des masters. Et au cours de cette formation, bien, toutes les compétences nécessaires vous seront données. Pour la formation initiale des ingénieurs agronomes, c'est 2 années de tronc commun plus une année d'approfondissement. Et je voudrais insister sur 3 options, les options qui ont été revues, les options d'année d'approfondissement, qui ont été revues justement pour coller à cette question de la santé.
L'option agriculture, environnement, santé et territoire, qui forme des ingénieurs spécialisés dans les diverses questions de santé à l'échelle des territoires. On a parlé, enjeux sociétaux de réduction des pesticides, crise sanitaire, régulation des pathogènes en lien avec la faune sauvage, maladies vectorielles, zoonoses, etc., etc. Et les ingénieurs qui sortent de cette option, ils sont capables d'articuler toutes les dimensions écologiques, sociétales, économiques, politiques d'un territoire pour accompagner les décideurs et les parties prenantes. L'option sur les animaux d'élevage, là aussi, on voit qu'il y a de nouveaux enjeux dans ce domaine et on veut former des diplômés qui soient en capacité de comprendre ces enjeux et d'aider les filières à gérer ces enjeux. Enfin, il y a tout ce qui touche à l'environnement et au développement durable et au lien avec les collectivités territoriales. Et donc ça, c'est la dernière option. En 2 mots, vous dire que nous essayons de travailler aussi dans ce domaine à l'international avec des projets en Afrique, en Angola, en Afrique de l'Ouest, en Asie aussi, autour de la formation et autour de l'antibiorésistance. Enfin, pour terminer, et pour les parents peut-être qui sont dans la salle, vous dire que nous organisons aussi de la formation continue sur ce sujet. Nous avons créé il y a 2 ans un diplôme d'école qui s'appelle One Health en pratique, qui dure 3 semaines, 3 fois une semaine, qui est donc diplômant et qui est ouvert de manière très large, vous l'aurez compris, c'est la logique de cette approche, à des vétérinaires, à des ingénieurs agronomes, à des écologues, à des médecins, à des journalistes, à des politiques, voilà, et qui est extrêmement intéressant et qui est basé sur des cas pratiques. Et pour finir, vous invitez à la conférence que nous organisons et donc qui durera la journée entière sur cette thématique de One Health. Alors c'est encore mieux en français, une seule santé. Sur sa vision, notre idée c'est de sortir du contexte pour aller sur la pratique. Et cette conférence aura lieu le 17 mars 2021. Enfin, pour définitivement conclure, vous engagez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Je vous remercie beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions maintenant. Merci Emmanuelle Soubeyran. Il y a beaucoup de participants pour cette dernière conférence des journées portes ouvertes virtuelles de VetAgroSup. Alors 2 premières questions qui vont ensemble. Y a-t-il un lien, on l'a un peu vu tout à l'heure, entre le réchauffement climatique et les zoonoses et les maladies humaines qui ont pour origine certaines fois les animaux, ont-elles tendance à augmenter ou à diminuer? Alors oui, il y a un lien, je l'ai entre réchauffement climatique et augmentation des zoonoses. Et en particulier des maladies qui sont transmises par des insectes vecteurs. Donc, vous avez un certain nombre de maladies. Alors, on connaît bien la maladie de Lyme, on connaît bien le chikungunya. Il y a une maladie qui ne touche que l'animal et pas l'homme, mais qui est assez emblématique, qui est la fièvre catarrhale ovine. Donc, des maladies qui sont transmises par un insecte. C'est-à-dire que pour avoir la maladie, il faut que l'animal pique, enfin, il faut que le moustique pique l'animal et puis ensuite il va piquer l'homme, par exemple. Il y a certains moustiques, vous avez entendu parler du Zika aussi, il y a certains moustiques ou certains insectes qui ne pouvaient pas vivre dans certains endroits et qui, parce que la température se réchauffe, qui peuvent coloniser de nouveaux territoires. Donc, il se trouve, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur une maladie, alors qui n'est pas une zoonose, mais
peu importe, c'est le même principe, qui est la fièvre catarrhale ovine, qui n'existait en fait qu'en Afrique, du Nord, et qu'on s'attendait à voir arriver, voilà, et qui maintenant a colonisé en fait toute l'Europe. Et le moucheron en question qui transmettait la maladie n'existait pas dans nos pays, et c'est tout à fait bien adapté. Donc oui, il y a un lien, clairement. Et est-ce que ces épidémies, enfin ces zoonoses, elles augmentent ou elles diminuent? On l'a vu, hein, le nombre de maladies, enfin, il y a une augmentation très nette qui est liée aux facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, l'augmentation, alors le réchauffement climatique, on vient de le voir, mais aussi la circulation extrêmement importante des hommes sur la Terre et aussi des marchandises. Et donc c'est clairement quelque chose qui est en augmentation. Et donc c'est un vrai enjeu. Alors, il y a une autre question sur le concept Global Health, ou une seule santé, ou l'approche globale de la santé. Quelqu'un demande si ce concept est présent seulement avec AgroSup, et peut-être rappeler en quoi consiste ce concept, et rappeler un peu la pratique, c'est-à-dire les actions menées peut-être en termes de formation. Alors, ça ne concerne pas que VetaGroSup, hein, je pense qu'il faut être clair, ce concept, il est enseigné, et en particulier dans toutes les écoles vétérinaires, hein, donc, en tout cas françaises, hein, donc Toulouse, Nantes, Maison-Alfort. Ce qui fait peut-être notre spécificité à VetaGroSup, c'est qu'on a deux cursus, un cursus ingénieur agro et un cursus véto, et que donc on a vraiment cette volonté de faire en sorte que nos étudiants apprennent à travailler avec d'autres professions. C'est très bien, et c'est notre rôle de former les meilleurs vétérinaires, les meilleurs ingénieurs agronomes, mais c'est aussi, me semble-t-il, dans le monde actuel et compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, très important de faire en sorte que nos diplômés sachent dans le futur travailler avec d'autres et qu'on comprenne rapidement que pour régler les enjeux qu'on a vus, par exemple ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, eh bien, il faut mettre côte à côte des professionnels avec des compétences complémentaires et différentes. Et ça, comment est-ce qu'on le fait ici? On le fait dès la première année, où c'est vrai que je ne l'ai pas développé dans le diaporama tout à l'heure, on fait en sorte que nos étudiants réfléchissent ensemble à ces questions. Donc, dès la première année, on a des journées communes qui sont dédiées à ce concept de Global Health, One Health, une seule santé. On fait travailler les étudiants ensemble. D'abord, on les acculture au concept, et puis ensuite, on les fait travailler sur des exemples très concrets. Donc, c'est un peu des jeux de rôle, en fait. Ils ont des documents à lire en avance, et puis on les met dans des situations. J'ai parlé tout à l'heure de la brucellose dans le massif du Bargy, pareil sur la question des antibiotiques, on a fait des sujets sur la grippe aviaire, et on les met dans des situations de jeu de rôle à devoir traiter des situations concrètes. Ça, déjà, ça leur apprend à se connaître, à connaître les deux campus, et puis ça leur apprend à avoir les différentes approches. Ensuite, dans la suite du cursus, il existe des modules communs entre des agros et des vétos en fonction des spécialités qu'ils auront choisies. Et puis, dans le cadre aussi des enseignements personnalisés dont vous avez dû entendre parler dans les précédentes conférences. Donc, je dirais qu'on en parle partout de One Health. Il y a une spécificité ici, c'est qu'on essaye de le mettre encore une fois en pratique à travers l'interdisciplinarité des deux formations. Alors, on a
peut-être aussi évoqué tout à l'heure un terme un peu technique sur la prophylaxie. Est-ce qu'il est possible de décrypter qu'est-ce que la prophylaxie, par exemple, quand on parle de prophylaxie obligatoire chez les bovins, de quoi s'agit-il? Alors, en fait, des actions de prophylaxie, c'est des actions qui visent à prévenir et à s'assurer de l'absence d'une maladie. Donc, quand on fait des actions de prophylaxie chez les bovins, par exemple, et quand on parle par exemple, de tuberculose, on peut être amené à faire des campagnes de dépistage. Donc, alors en fonction de la région, ça va être tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou en fonction de la production. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la brucellose et de la tuberculose. Les éleveurs qui fabriquent du lait et qui est destiné au fromage à lait cru, au lait cru, eh bien, on va réaliser des tests très régulièrement, au moins, enfin annuellement, sur les troupeaux pour vérifier qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie. Donc ces tests, il y a différents types de tests. On peut faire des prises de sang pour aller détecter des antigènes. Vous commencez à être tous bien au point sur ces sujets-là. Ça peut être pour la tuberculose, c'est comme une intradermotuberculination. Vous avez, je pense que ça se fait encore, les fameux tests qu'on fait pour voir si on est bien immunisé contre la tuberculose. Donc voilà, il y a différents. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie sur les bovins. Et puis, si on trouve la maladie, à ce moment-là, on passe dans une phase où on va, selon les cas, prendre des mesures de lutte qui peuvent aller jusqu'à l'abattage, à la désinfection des locaux, et voilà. Alors, c'est un exemple. Ouais. Oui. Je passe les remerciements pour la conférence. Revenons, on a peut-être un peu parlé tout à l'heure d'antibiotiques et avec le même slogan en santé animale, en médecine vétérinaire qu'en santé humaine. Le plan Éco-Antibio 2 a eu un impact sur les élevages et pour les praticiens, on peut parler d'un maillage vétérinaire sur le territoire. Et on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure les résultats. Est-ce qu'on peut revenir sur les bons résultats de ce dernier plan? Oui, alors Éco-Antibio, c'est un plan donc, qui a été lancé, j'étais à l'époque au ministère de l'Agriculture, donc je m'en souviens assez bien, mais qui a été lancé dans les 2012-13, la date exacte en tête, mais qui a été extrêmement efficace en fait. Alors, dans les antibiotiques, on distingue les antibiotiques critiques des autres antibiotiques. Et pourquoi est-ce que certains antibiotiques sont critiques? Parce que ce sont des antibiotiques qui sont utilisés en dernier recours en médecine humaine. Et donc, on a souhaité vraiment faire porter l'accent et tout le travail avec les vétérinaires et avec les éleveurs sur ces antibiotiques critiques. Ce sont les céphalosporines de 3e et de 4e génération et les quinolones. Et sur ces antibiotiques, alors j'ai plus les chiffres précisément en tête, mais je crois qu'on a réussi à avoir des baisses d'usage, d'exposition de près de 70%, ce qui était vraiment extrêmement important. Les vétérinaires, qui ont un code de déontologie, comme les médecins, ont été se sont vraiment mobilisés sur le sujet, comme les éleveurs, qui aussi ont bien compris les enjeux. Parce que ce que je voudrais dire, ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure pendant la conférence, c'est que l'antibiorésistance, la montée de l'antibiorésistance dans le monde, c'est un enjeu énorme. C'est probablement plus grave que ce qui nous arrive en ce moment avec le Covid-19. Aujourd'hui, il y a des rapports, alors les chiffres dont on dispose, on est en France aujourd'hui sur à peu près 5500 décès par an, donc bien moins que ce qui est arrivé avec le Covid. En Europe, on parle de 22 000, de 700 000 dans le monde, donc la situation actuelle. Mais il y a des rapports extrêmement alarmants
qui font état de 10 millions de morts en 2050 si on ne fait rien. Donc c'est un sujet vraiment très important et c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé et l'OIE travaillent de concert et qu'il est nécessaire que dans tous les pays du monde, les vétérinaires et les médecins travaillent de concert sur ce sujet. En France, on est assez bien placé et puis on a des lois, on a des textes, on a de la prescription, hein, on ne peut pas se procurer des antibiotiques comme ça sans une ordonnance. Il y a des pays, et j'en ai vu en Afrique ou en Asie, où les éleveurs peuvent se procurer des antibiotiques sans ordonnance. Les antibiotiques sont délivrés sans ordonnance. Donc, il y a vraiment un enjeu, et qui est un enjeu qui n'est pas seulement en Europe, hein, qui est un enjeu mondial, puisque de même que les virus ou les bactéries peuvent circuler, eh bien les gènes de résistance aux antibiotiques, ils circulent aussi. Merci beaucoup. Alors peut-être la dernière question sur les journées agro-véto évoquées tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'une spécificité de VetAgroSup ou bien d'autres écoles vétérinaires ou agro ont-elles de telles journées? Alors, je ne crois pas. À vrai dire, nous ne sommes que deux à être à la fois veto et agro. Hein. C'est Lyon et Nantes. Enfin, Lyon et Clermont, VetAgroSup et Oniris. À VetAgroSup, on a aussi la chance d'accueillir, de former aussi des inspecteurs de santé publique vétérinaire hein, à l'École nationale des services vétérinaires. Donc, à ma connaissance, c'est la seule école qui offre cela. C'est en effet très enrichissant. Cette année, on a décidé de faire travailler nos étudiants. Alors, on a vu hein, sur le concept de santé globale, mais on va aussi les faire travailler sur la fresque du climat parce que les choses sont quand même assez liées et donc travailler sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment un moment très enrichissant, je pense, pour tout le monde. En tout cas, les retours que nous font les enseignants-chercheurs sur ce sujet sont très, très bons. Et les retours des étudiants aussi, même si dans un premier temps, ils ne sont pas toujours super motivés pour partir en bus jusqu'à l'autre campus. Bien finalement, quand la journée se termine, en général, dans le car, on nous dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus souvent et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire 2 jours d'affilée? On pourrait faire la fête entre les 2 jours. » Alors ça serait aussi sympathique, hein, mais ce n'est pas forcément l'objectif absolu. En tout cas, ça crée des liens et c'est vraiment important, cette ouverture, en fait, cette vision à 360 degrés. Je pense qu'au-delà de toutes les connaissances qu'on peut vouloir apporter à un étudiant quand on est un établissement d'enseignement supérieur, ce qu'on veut aussi apporter aux étudiants, c'est leur apprendre à être curieux, leur apprendre à être ouvert, à être tolérant. Et ces journées-là, qui sont un début, elles participent à cela. Alors, nous sommes parfaits sur le timing. Je ne vois plus d'autres questions. On vous laisse, Madame la Directrice Générale, le mot de la fin. C'est à vous. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane, cher animateur, et pour avoir récupéré les questions. Merci à Charlotte et à Kevin du service de la communication. Comme c'est la dernière conférence, j'en profite pour les remercier sur l'organisation de ces journées portes ouvertes. C'était un challenge pour nous de faire des journées portes ouvertes en étant fermés. Mais je crois que vous avez pu apprécier à la fois les conférences variées, sur le bien-être animal, sur les différents cursus, sur les différents métiers. J'espère que vous avez pu aussi aller regarder, mais vous pouvez encore le faire, toutes les petites capsules vidéo qui ont été préparées, soit par des enseignants-chercheurs de VetAgroSup, soit par les étudiants des clubs, hein, parce qu'il y a une vie étudiante qui est extrêmement riche à l'école. Donc sur l'école vétérinaire, comme à Lyon, comme sur l'école d'agronomie à Clermont.
Donc, n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à regarder notre site, à suivre nos actualités. Et puis, tous ceux qui présentent les concours, quelle que soit la voie qu'ils vont prendre pour présenter ces concours, je vous souhaite vraiment bonne chance. J'espère qu'on pourra vous accueillir l'année prochaine ou dans quelques années pour ceux qui sont lycéens ici à l'école ou dans une autre école de vétérinaire ou dans une autre école d'agronomie. Voilà, je pense que vous faites un bon choix si vous décidez de rentrer dans ces filières, parce que comme j'ai essayé de vous le montrer, il y a des enjeux pour l'humanité. Je vais peut-être être un petit peu pompeuse, hein, mais je le crois profondément, qui sont extrêmement importants. Et c'est très important quand on a une vie professionnelle d'y trouver du sens. C'est ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on est content d'aller travailler parce qu'on sait que ce que l'on fait a un sens et a une utilité. Voilà. Et donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et travaillez bien. Au revoir à tous et à bientôt, j'espère.